Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers fidèles auditeurs de la RPA. Nous sommes vendredi 21 mai 2021. À la présentation de ce journal, Bob Rugurika, voici les principaux titres. Le Burundi refuse de se joindre à d'autres pays dans la politique de protection des citoyens contre des crimes de génocide et d'autres crimes graves. Il a voté non hier lors du vote d'une résolution de l'ONU qui oblige les États à se soumettre à la responsabilité de protéger. Le personnel de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura inquiet suite à un projet de modification des statuts du personnel. Vous suivrez dans ce journal. Et puis le port de Rumongue semble échapper au contrôle des responsables légaux. Un groupe de 4 Congolais aurait le monopole de décision. Une autorité politique serait derrière cette situation. Rebonjour, je vous le disais dans les titres, le Burundi a décliné sa responsabilité à prévenir et à lutter contre le génocide, les crimes de guerre, l'extermination ethnique et les violations des droits de l'homme. C'était à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU tenue ce mardi. 15 pays dont le Burundi ont voté contre la résolution garantissant l'obligation des États à protéger contre le génocide et d'autres crimes connexes, au moment où 115 ont voté pour, tandis que 28 pays restants se sont abstenus. Pour Maître Gustave Niyonzima, président du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, cette prise de position ne constitue en aucun cas une avancée au Burundi. Suivez plutôt les explications de Maître Gustave Niyonzima. Il n'y a rien d'époustouflant par rapport à ce qui vient de se passer. Eu égard au comportement du gouvernement actuel, on voit qu'il est caractérisé par l'impunité. On voit souvent les préposés de l'État, que ce soit les agents du service national de renseignement, les policiers, les miliciens, Imbonerakure, quelques militaires, qui perpètrent des crimes odieux à l'endroit des opposants politiques au jour. Les cas de disparition forcée, des assassinats ciblés, de torture atroce et des incarcérations arbitraires et illégales sont monnaie courante. Et les auteurs de ces crimes se la coulent douce. Donc il y a une vacuité par rapport aux poursuites judiciaires contre eux. Et c'est le même gouvernement qui fait qu'il n'y ait aucune poursuite. Donc voter contre la responsabilité de protéger et de prévenir le génocide ethnique et pour ce gouvernement une continuité de ce qu'il fait quotidiennement à l'endroit des opposants politiques. Il n'y a rien d'étonnant, mais que tous les Burundais aient pris du respect de la loi, se tranquillisent. Et on a vu dans l'histoire du monde voilà, où il y a eu des génocides, les auteurs de ces crimes ont été tôt ou tard poursuivis devant les cours et tribunaux internationaux. On voit donc que le pire est à venir. Il risque d'y avoir quelque chose qui sera irréparable. Donc le génocide peut être consommé à tout moment. Si l'on s'en tient même au fichage ethnique inhérent au recensement effectué en novembre 2020 à l'endroit des fonctionnaires de l'État, on voit qu'il y avait l'anguille sous roche, on voit qu'il y avait un projet, raison pour laquelle il refuse même de voter pour. Si on analyse même les pays qui n'ont pas voté pour, on voit que ce sont des pays qui se comportent comme le Burundi, qui ne respectent pas du tout les droits de l'homme, l'état de droit et la bonne gouvernance. On voit qu'il y a une sorte de solidarité négative entre eux, et même souvent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, on voit qu'il y a un blocage de la Chine pour soutenir les pays qui n'ont pas du tout voté pour. Il y a une ressemblance par rapport à ce qu'ils appliquent dans leur pays quant au respect des droits humains. Et puis en politique, le parti CNL dénonce les bavures et les persécutions perpétrées par le régime CNDD-FDD à l'endroit des membres du parti CNL depuis les élections de 2020. C'est du moins le contenu d'un communiqué de presse sorti ce jeudi par le parti CNL dans l'objectif d'évaluer le pouvoir en place une année après le scrutin qu'il a mis en place. Le point avec Aimable Nishimwe. Dans un communiqué de presse du 20 mai de cette année, signé par le secrétaire général du parti CNL, ce parti fait savoir que les élections qui se sont déroulées l'année dernière ont été émaillées de beaucoup d'irrégularités sur tout le territoire national et de rappeler que
la publication des résultats ainsi que leur validation était plein de contradictions et d'incohérences, couplées d'une parodie de justice selon toujours son communiqué. Le parti CNL fait également savoir que cette année écoulée a été caractérisée par des violations des droits humains, traduites surtout par les arrestations suivies des emprisonnements arbitraires des responsables et militaires de ses membres. Ici, ce parti tient à souligner que certains de ses membres ont été torturés, tandis que d'autres sont toujours portés disparus. Aussi, le parti CNL dénonce la discrimination qu'il a subie dans tous les postes techniques alors qu'il a été proclamé deuxième force politique du pays, du moins selon les chiffres officiels de la CENI. Dans ce communiqué, le parti CNL dit regretter que, durant toute cette année, le régime CNDD-FDD a manqué ses promesses vu que ses discours n'ont jamais été matérialisés par des actions concrètes. Toutefois, le parti CNL a demandé au peuple burundais de rester serein et uni dans la lutte pour sa dignité, pour un Burundi de tous et pour tous. Une courte pause et nous parlons gouvernance. Les répercussions de la Covid-19 ont des effets dévastateurs sur la vie des filles et femmes. Accès à l'école interrompu, perte d'emploi massive, augmentation des violences domestiques, recrudescence des grossesses d'adolescentes et des viols, d'où la nécessité de mobiliser toutes les consciences pour lutter contre l'accroissement des violences basées sur le genre pendant cette période de pandémie. C'est un message du MFFPS, Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Un projet de modification des statuts du personnel de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura serait en cours d'élaboration par le directeur général de cette entreprise. Cette situation inquiète beaucoup les travailleurs de la dite société. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Le projet de révision des statuts du personnel de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura a commencé à faire écho après une année seulement de la nomination d'Emmanuel Habimana au poste du directeur général de cette entreprise. Les travailleurs indiquent que leur employeur les a accusés de percevoir des salaires élevés. Ce projet de changement des statuts du personnel a commencé en 2016. Le directeur général, en la personne d'Emmanuel Habimana, alias Muzinga, disait qu'il fallait modifier le statut car les employés reçoivent beaucoup d'argent, ce qui pourrait faire chuter la société. Ce projet de révision des statuts du personnel de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura serait consécutif à la mauvaise gestion des fonds par la direction générale afin d'en chercher les moyens de combler le vide. L'exemple donné est celui des caméras qui ont été achetées à un prix exorbitant. Ces caméras ont été achetées pour 650 millions, mais il y a ceux qui avaient accepté de fournir les mêmes appareils pour une somme de 350 millions. Vous comprenez qu'il y a là une zone d'ombre. Et à constater que l'entreprise allait tomber en faillite, ils ont cherché des moyens de trouver de l'argent en procédant par la diminution des salaires et les indemnités des travailleurs. Ces derniers et les syndicats se sont opposés à ce projet. De plus, même une commission qui avait été mise en place pour cette fin lui a signifié que ce qui pourrait ruiner la société sont les marchés octroyés illégalement, le détournement des fonds alloués au carburant et les frais de mission. Suite à cette mésentente, le président du syndicat des travailleurs de l'autorité de l'aviation civile a été démis après 5 mois de son élection. Quiconque s'oppose à ce projet est accusé de vouloir combattre le pouvoir. En date du 26 avril 2019, nous avons élu le représentant du syndicat en la personne de Désiré Nzeyimana et il a été destitué au mois de septembre. La mise en application de la révision des statuts du personnel de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura, comme l'attestent certains documents en possession de la RPA, va causer la diminution ou même la suppression de certains avantages. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Gouvernance toujours. Les familles récemment chassées de leur parcelle de Nyaruri par l'administrateur de la commune Mabaï sont victimes d'injustice. Même si cette autorité affirme que ces parcelles de la zone Buhoro appartiennent à l'État, les enquêtes menées par la rédaction de la RPA prouvent que les parcelles appartiennent bel et bien à cette population. Les détails avec Francine Mahoro. Les familles de Nyarure disent avoir reçu ces terres en indemnisation. La période de création de la société étatique Sokinabo. Une société qui, selon les enquêtes de la RPA, a été implantée dans les terres de 11 familles de la localité.
Sur une correspondance de 2 pages rédigée par la direction de la Sokinabo en 1988 et de la RPA dispose d'une copie, on y trouve les noms de ces 11 familles qui ont été indemnisées par la Sokinabo qui avait occupé les parcelles. La même période, le gouvernement d'alors a décidé de délocaliser toutes les familles des environs de la société Sokinabo. Et c'est par cette voie que ces familles ont eu les parcelles de Nyalule, d'où elles viennent d'être chassées par l'administrateur Nicodème Ndahabonyimana, affirmant qu'elles occupent des terres domaniales. Cette victime de la destruction ordonnée par l'administrateur raconte comment elles ont été délocalisées jusqu'à arriver à Nyalule. J'ai 73 ans. Ces terres nous appartenaient, on nous cultivait. Après la stabilité du pays, nous sommes venus construire des maisons. Mais par après, on nous a retiré ces terres. D'autres occupants cultivaient des maïs et des pommes de terre et nous avons été installés ici. Ces habitants de Buhoro révèlent que les anciennes terres auraient été données à certaines autorités du pays. Parmi cette communauté récemment chassée de Nyalule, certains ont acheté des parcelles aux natifs. Ces terres appartenaient à la population et nous on venait acheter des parcelles à ces propriétaires. L'État les a réquisitionnées et par après, elles ont été octroyées à certains ministres qui les exploitent. Les anciens occupants ont été rassemblés ici et ont commencé à ériger des maisonnettes. Et pour ceux qui avaient acheté, comme moi, nous disposons des documents d'achat de parcelles aux anciens propriétaires. Nous nous sommes dit qu'on pouvait nous aussi construire. Ces habitants de Buhoro indiquent qu'ils ont été sidérés par l'ordre de détruire et brûler leurs maisons intimées par l'administrateur de Mabaye, alors que même dans le passé, l'État a indemnisé les propriétaires s'il a besoin de leurs terres. Et cette population de demander d'être rétablie dans leurs droits. Merci Francine et Mahoro. Poursuivons ce journal avec la page gouvernance. Le port d'Ormongué serait sous contrôle d'un groupe de 4 hommes de nationalité congolaise sur mission d'une haute autorité du pays. Les 4 hommes feraient la pluie et le beau temps sur ce port. De peur de perdre les postes, aucun responsable de la localité jusqu'au niveau provincial n'ose contredire ces 4 Congolais. Le point avec Hervis Nyomunge. Cette bande de 4 hommes de nationalité congolaise qui font la pluie et le bon temps sur le port d'Ormongué est composée d'un nommé Chiza Matuta ou Chiza Alexis, représentant burundaise, Hachidi Makambo, Yaya, qui serait aussi un agent de service de renseignement et un surnommé Gatiti, dont on n'a pas encore l'identité. Notre source sur le port d'Ormongué révèle que les 4 Congolais auraient été mandatés par le Premier ministre, le général Alain Guillaume Bunyoni, afin d'accéder à ce poste dans le but de bien contrôler toutes les opérations et fraudes qui se déroulent sur le port d'Ormongué. C'est la même source. Comme les 4 sont tous des Congolais, le général Bunyoni aurait jugé beau de les connecter à natif d'Ormongué, répondant au nom de Sen Keshimana pour les appuyer dans cette mission. Les informations que nous détenons de nos sources d'Ormongué affirment que c'est cette bande de Congolais qui donne des ordres aux responsables du port d'Ormongué et d'autorités maritimes à Ormongué. Celui qui ose refuser les ordres en paie les conséquences. Ce qui se passe sur le port d'Ormongué est vraiment catastrophique. Nous assistons au licenciement abusif. Ce que ces 4 Congolais veulent doit être exécuté. Ceux qui désobéissent à leur volonté subissent des conséquences. Ils sont accusés de faire du commerce frauduleux et qu'ils détournent de l'argent. Ces Congolais font des montages pour qu'ils soient punis. Les autorités provinciales armongues seraient également impuissantes face à ces bandes. Toutes obéissent pour ne pas perdre les postes. Les habitants d'Ormongué donnent le cas illustratif du gestionnaire du port d'Ormongué. Il a été remonté il y a des semaines. Ils y font la pluie et le bon temps ici. Ils sont derrière le limogeage d'Obed Niyuhire, chef de l'autorité maritime, la destruction du gouverneur Juvenal Bigirimana, sans oublier le gestionnaire du port d'Ormongué, le surnommé Litsuba, qui a été remercié très récemment. Son membre du CNDD-FDD a été accusé par ces Congolais de détournement d'argent. Il a été victime de suspicion. Ils l'ont fait pour récupérer ce poste qui est tant désiré.
Les habitants de Rumongue demandent donc à les gouverneurs actuels, consolateurs, Nitunga, d'agir en bon leader et veiller au bien-être de sa population. Toujours à Rumongue, les usagers de la route nationale numéro 3 accusent le gouvernement de manque de volonté pour réhabiliter la partie de Rukonwe. 10 jours que cette partie est impraticable, alors que, selon ces usagers, les travaux nécessaires ne dureraient pas plusieurs jours. Cette population interpelle tous les organes concernés afin de limiter les conséquences déjà lourdes pour la population. Les détails dans ce reportage de Dani Claire, il la trouve. Les usagers de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Nyanzarake parlent d'un manque de volonté pour la réhabilitation de la partie Rukonwe endommagée depuis quelques jours. Ils comparent avec le tronçon Kirasa de Rumongue où les travaux sont avancés. Selon eux, les travaux de la partie de Rukonwe ne prendront pas beaucoup de jours. Celui-ci est l'habitant de la localité. Les travaux sont toujours en cours. C'est le manque de volonté tout simplement. À Rukonwe, les travaux ne dureraient qu'une heure. C'est de l'argile à enlever de la route seulement. À l'aide d'une machine, c'est très peu de temps. Mais pour le moment, les gens se débrouillent avec des pelles et des houes. Le problème est que cela leur prendra beaucoup de temps. À Kirasa par exemple, il y a de la volonté, mais quand même la partie endommagée est vaste et nécessite aussi beaucoup de travaux et pas de minimes. Actuellement, les habitants enregistrent donc beaucoup de pertes à cause de la perturbation de la circulation sur cette route. Que ce soit les passagers ou ceux qui font le transport, ils demandent tous que les routes soient réhabilitées. Nous demandons au gouvernement de fournir des efforts pour que la circulation reprenne encore normalement. Les pertes sont énormes, que ce soit du côté des passagers ou nous les conducteurs. Nous sommes obligés de faire un trajet différent de celui qu'on faisait avant. La route nationale numéro 3 s'est coupée d'abord à Kirasa, ensuite à Rukonwe. En conséquence, les prix de transport, de même que certaines marchandises, ont été majorés. Une courte pause et nous parlons environnement. Les eaux de la rivière Kajeke constituent toujours une menace pour le cimetière de Manda. Beaucoup plus menacé est le côté où sont enterrés les musulmans et les familles des moins nantis. Ces catégories s'insurgent contre ceux qui affirment que le cimetière est hors danger. Le point avec Eloge Kwizera. Lundi le 17, le ministre de l'Intérieur avait effectué une descente au cimetière de Manda. Une descente faite à la suite des arrêts qui faisaient état des inondations dans le dit cimetière suite au débordement de la rivière Kajeke. En présence du ministre Gervain Dirakobucha, Fossé Noir, qui est chargé de la gestion de ce cimetière, a déclaré qu'aucune tombe n'a été touchée par les inondations. Aucune tombe n'a été touchée, contrairement à ce qui se dit. Le cimetière n'a pas été inondé. On a amené des machines qui sont en train de canaliser l'eau. On est à l'air. Il y en a d'autres qui aident également dans le même sens. Demain ou après-demain, on aura maîtrisé la situation. Vu la situation actuelle, je suis conscient. Nous travaillons d'arrache-pied. Les gens peuvent donc être tranquilles. Il n'y aura aucun problème. Lors de cette sortie médiatique, Faustin Noir était dans le quartier Diamond Garden, la partie VIP du cimetière. Pourtant, pas plus que dimanche 16 mai, un jour avant cette descente, l'eau de la rivière Kajeke était en train de déterrer des dizaines de tombes dans le quartier où ont été enterrés des pauvres et des musulmans. Aho simubona utuduti duhagaze, aho simubona amazi ariko araca n'ahantu haryamye abantu. Bisigura iki? Bisigura ici un journaliste de la télévision en ligne, Isaac TV, reportait en direct du cimetière de Manda. Il faisait état de plusieurs tombes qui avaient été complètement inondées et d'autres qui avaient été emportées par les réseaux. Jeudi encore, cette source de la RPA sur place parle de plusieurs tombes touchées par les inondations. Les tombes dans ce cimetière de Manda sont menacées par des débordements de la rivière Kajeke. Vous savez, dans ce cimetière, il y a de l'espace pour les pauvres et les musulmans. C'est cette dernière partie qui a été fortement touchée. Les eaux de cette rivière débordent à partir de là. L'autre endroit est la zone dans laquelle a été enterré le ministre Simon Nyandwi. La zone frôle aussi l'inondation. Les personnes ayant enterré les leurs dans la zone réservée aux pauvres parlent de justice
qui va jusque dans le cimetière. ni ukuri n'agasuzuguro kamwe katagira izina kubona umunyagihugu muto muto. C'est vraiment du mépris sans nom. Les gens manquent du respect à un pauvre jusque dans son dernier demeure. On préfère protéger les tombes VIP et laisser de côté les tombes de pauvres alors que les autres sont en train de déterrer les corps. La population déplore que, parce que les tombes VIP sont relativement protégées contre les inondations, ils s'observent un certain relâchement dans les travaux de canalisation des eaux de la rivière Kajeke. Environnement toujours. Plus de 33 000 personnes ont été contraintes d'être déplacées depuis ce mois de mai dans les zones de Gatumba et Rukaramu en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura suite aux inondations de la rivière Rusizi et aux vagues du lac Tanganyika. Selon la Croix-Rouge Burundi, ces inondations menacent également des infrastructures publiques comme les écoles, les centres de santé ainsi que des routes. Le point avec Eric Nyonzima. Depuis janvier 2021, plusieurs épisodes d'inondations sont survenus suite à la montée des eaux du lac Tanganyika et au débordement de la rivière Rusizi, affectant les zones de Gatumba et Rukaramu. Selon les évaluations provisoires de la Croix-Rouge du Burundi, 33 892 personnes regroupées dans 6 392 familles sont en déplacement suite aux accrues de la Rusizi et aux grandes vagues du lac Tanganyika qui ont redoublé d'intensité. Parmi les victimes figurent 22 560 femmes et 11 322 hommes. La zone Gatumba ASL compte 3 351 familles victimes de ces inondations et la zone Rukaramu compte 3 041 familles. Le site spontané de Kigaramango, qui était situé à droite de la sortie du quartier Kajaga et qui abritait 365 familles, est complètement inondé. Des milliers de personnes déplacées préfèrent s'installer dans les parcelles privées situées tout le long de la clôture sud de l'aéroport international Mekion Dadaye. Des centaines de ménages sont éparpillés sur l'accès principal menant à la frontière Burundi-congolaise, alors que d'autres se regroupent dans des familles d'accueil, dans des quartiers de Kinyinyate et de Gatumba, dans la partie non encore touchée par ces inondations, indique la Croix-Rouge du Burundi. La zone Gatumba, située à l'ouest du pays, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, connaît depuis 2015 des inondations récurrentes dont les plus sévères remontent en 2020 et 2021. Plus de 1700 ménages ayant bénéficié de l'assistance au retour sont à nouveau affectés par ce désastre. La distribution des vivres aux personnes déplacées dans le cadre du financement du CERF a été suspendue suite à l'inaccessibilité du site de Kinyinyade et au nouveau déplacement des populations. Depuis le 14 mai, la zone Gatumba est déconnectée des raisons de la régie des eaux, ce qui prive d'eau potable à la population. Les tuyaux d'approvisionnement dans cette localité ont été endommagés par des accrues des eaux. La Croix-Rouge du Burundi indique que ces inondations menacent également des infrastructures publiques comme les écoles, les routes et les structures sanitaires, ainsi que les cultures en phase de maturation qui ont été emportées par des eaux. Ce qui vient empirer les conditions et le niveau de vie des populations déjà affaiblies par les séquelles de ces inondations. Beaucoup de latrines ont été inondées, exposant ainsi la population aux maladies des mains sales. C'est toujours des évaluations provisoires de la Croix-Rouge du Burundi. Et toujours à propos, l'Église catholique et anglicane au Burundi s'engage à contribuer dans la protection de l'environnement au Burundi dans une rencontre qui a réuni les prélats de ces deux religions sur initiative de la Caritas Burundi. Les deux églises ont également promis de venir en aide aux victimes des eaux du lac Tanganyika. Les détails avec Émile Nibasumba. Cette activité a été organisée pour répondre à l'appel du Saint-Père qui nous rappelle à réfléchir sur notre planète qui gémit. Dans son mot d'accueil, le président de Caritas Burundi a rappelé le contenu de l'encyclique du pape François qui dit que lorsque nous causons des dégâts à notre maison commune par l'utilisation abusive et irresponsable des biens que Dieu a déposés en elle, nous nous inscrivons dans l'ordre de violence oppresseuse et cela finit par se retourner contre nous. Selon l'article publié par Caritas Burundi ce jeudi, Monseigneur Georges Bizimana a fait savoir qu'au Burundi, il s'observe des inondations, des glissements de terrain et des sécheresses prolongées. Ceux-ci, a-t-il ajouté, sont à l'origine de la famine
des maladies endémiques et des déplacements. Nous sommes en train de goûter à ces fruits amers, a-t-il conclu. Monseigneur Georges Wizimana appelle donc à la protection de l'environnement parce que, dit-il, elle constitue une préoccupation de l'humanité tout entière et nous devons trouver une solution à la crise écologique en cours dans le monde et chez nous. Selon toujours le journal de Caritas Burundi, toutes les communications d'éminents experts variés qui avaient été invités pour éclairer ces pères évêques ont révélé que tous les secteurs de la vie sont touchés suite à la dégradation de notre planète, l'économie, la santé, la sécurité de la population, etc. Les responsables religieux présents dans cette rencontre ont décidé de lancer une mobilisation nationale de tous les chrétiens pour un changement de comportement afin d'assurer la protection et la conservation de la nature. Ils se sont également engagés à soutenir les victimes des inondations vivant le long du lac Tanganyika qui sont des sans-abri suite au débordement de ce lac. RPA. Et puis, éducation à présent. Le Conseil des ministres au Burundi vient de donner le feu vert aux élèves burundais vivant dans les camps de réfugiés en Tanzanie de passer le test national de 9e année prévu à la fin de ce mois de mai. 710 élèves participeront à ce test à 3 endroits programmés pour cette fin. Suivez Prosper Ntahogwamiye, secrétaire et porte-parole du gouvernement burundais. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres sur l'organisation de la passation du concours national de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental édition 2021. Il a informé le Conseil que le concours aura lieu du 25 au 27 mai 2021 et que l'effectif des candidats est de 91 497, dont 710 dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Les centres de passation sont au nombre de 955, dont 3 en Tanzanie. Les préparatifs se déroulent normalement et le matériel nécessaire est disponible. Néanmoins, les inondations survenues à Gatumba sont susceptibles de perturber 3 centres de passation et certaines routes menant vers certains centres de passation coupés à cause des pluies diluviennes comme à Rumonge, Bujumbura, Bubanza, Rutana et Makamba vont obliger à faire des détours pour accéder à ces centres. Toutefois, les enseignants ainsi que les élèves concernés disent ne pas être au courant de cette nouvelle décision. Ce sera donc la première fois après 6 ans d'exil que les élèves réfugiés en Tanzanie passent ce genre de test organisé par le ministère de l'Éducation du Burundi. Et toujours au chapitre de la vie des réfugiés, des maladies liées à la malnutrition dont la kwashiorkor et le rapatriement précoce. Telles sont les conséquences qui s'observent actuellement au camp des réfugiés burundais de Lusenda en RDC après 2 mois de rupture d'assistance alimentaire. Ces réfugiés demandent au HCR de tout faire pour qu'ils aient de quoi manger car ils n'ont aucune autre source de revenus. Suivez plutôt un de ces réfugiés burundais du camp de Lusenda qui s'est exprimé au micro de la RPA. Les réfugiés du camp de Lusenda sont dans la désolation totale suite au manque de nourriture. Les enfants et leurs parents sont déjà assez par de maladies liées à la sous-alimentation comme la kwashiorkor. Ça fait déjà 3 mois sans qu'on ait de quoi manger. Le PAM a interrompu son assistance alimentaire sans rien nous dire. Cela nous inquiète beaucoup. Il fallait au moins nous dire pourquoi ils ont arrêté de nous rationner. La semaine dernière, le comité du camp de Lusenda s'est rendu à Baraka au bureau du CNR et du HCR pour discuter sur cette question de manque d'assistance alimentaire à l'endroit des réfugiés. Ils se sont rencontrés un certain lundi et ils ont promis que dans 2 jours, le PAM procédera à la distribution d'argent à ces réfugiés, mais ce n'était que de tromperie car rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Ce qui inquiète de plus ces réfugiés, c'est un silence absolu qui caractérise ces responsables du PAM, du HCR et du CNR face à ce problème de manque de vivres. On ne sait pas pourquoi ils ne disent rien. Par excuse qu'ils veulent nous rapatrier de force, ils ne disent pas la vérité. Nous leur demandons de tout faire pour que nous ayons de quoi manger parce qu'on n'a aucune autre source de revenus. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de ce vendredi. Merci à la cabine technique, merci également à l'équipe rédactionnelle.
Merci aussi pour votre aimable écoute. Je vous souhaite d'ici là déjà bon week-end. Prochain rendez-vous de ce journal, ce sera demain à la même heure.